l'État. Nous allons changer ça. Dites-nous quels sont ces problèmes qui mettront ensemble les différents acteurs lors de cette troisième édition. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, le contexte Palabre FinTech tire son origine de la tradition africaine. En termes de problèmes, nous ne parlons pas seulement de problèmes à résoudre, mais aussi de solutions à apporter. D'accord? Et le contexte du Palabre, c'est justement le chef du village. Je ne prétends pas être le chef du village, mais bon, le chef du village organise une réunion avec les membres de la communauté et prête attention à ce que les membres vont dire. Et orchestre ou organise justement cette conversation pacifique et constructive des membres à pouvoir adresser les problèmes de la communauté et faire avancer la communauté. C'est dans le même concept que nous avons organisé Palabre FinTech, la première édition, la deuxième édition qui a été même mieux améliorée, où nous avions parlé de l'entrepreneuriat et du développement de l'écosystème des technologies financières l'année dernière au mois de mars. Et cette année, nous adressons un autre problème, comme vous l'avez dit. Donc, nous parlons de Open Finance justement pour essayer de voir dans quelle mesure nous pouvons répondre aux besoins du marché, anticiper certains besoins du marché et son développement et créer l'opportunité à tous les participants de l'écosystème. Donc, Palabre FinTech, c'est un lieu de conversation et nos panels dans cet événement sont appelés des palabres parce que justement, les parties prenantes de la communauté vont s'engager justement à une conversation selon le thème de chaque palabre. La particularité de cette troisième. Ça, c'est la particularité de cette troisième édition, c'est que nous profitons du fait que nous avions travaillé avec l'ADN l'année dernière, et l'ADN, comme vous le savez, est le garant et le contrôleur et de facto le superviseur de tout ce qui est développement du numérique selon le plan national du numérique. Et par rapport à cela, l'ADN nous a accompagnés l'année dernière, l'ADN nous accompagne encore cette année pour justement faire avancer cet agenda. Et plus récemment, au mois de septembre, son Excellence, Monsieur le Président de la République, a lancé un coup d'envoi, un message très fort, une réunion qui a eu qu'il a organisée à New York. J'ai fait partie de cette réunion où il a parlé de la vision, la DRC Digital Nation 2030. La perspective, c'est de continuer dans ce développement du numérique et faire de la RDC une nation digitale à l'horizon 2030. Et les Palabres FinTech, justement, organisent ces assises justement pour non seulement réveiller l'attention des membres, mais aussi inciter cette innovation qui doit prendre place et développer notre nation. Merci beaucoup pour la parole. J'ai Balo Amouma, FinTech Ninja. J'ai 3 bonnes questions aux autorités. Alors, la première des questions s'adresse au représentant de l'Agence pour le développement numérique. C'est sur la souveraineté numérique. Alors, dans un contexte où la majorité des solutions FinTech congolaises reposent sur des infrastructures étrangères, nous le savons. Alors, comment garantir cette souveraineté numérique du pays tout en favorisant quand même l'innovation? Ça, c'est la question adressée à l'agence. Et ma deuxième question est adressée à Madame Finka. C'est sur l'impact social. De quelle manière les FinTech peuvent-elles contribuer à la formalisation de l'économie informelle, dois-je dire, qui représente près de 80% aujourd'hui des activités économiques en République démocratique du Congo. Et la toute dernière question, c'est adressé à M. Patrick, c'est sur la stabilité macroéconomique. C'est bien d'innover, voire multiplier. Je connais quand même les innovations financières risquent-elles
est-ce que ça ne risque pas d'accentuer les déséquilibres monétaires, notamment face à la dollarisation qui persistante de l'économie congolaise? Merci. Vous m'avez compris? Je pouvais Je disais, les innovations financières ne risquent-elles pas d'accentuer les déséquilibres monétaires, notamment face à la dollarisation persistante de l'économie congolaise? Je crois que nous pouvons commencer avec le discours. Oui. Merci beaucoup pour votre question. Nous sommes dans un monde globalisé et d'échanges. Et les technologies sont mondiales et les collaborations qui se font à travers différents pays permettent en réalité d'accélérer le développement de la RDC sur ces questions-là. Et la RDC a pu promulguer le Code du numérique qui reconnaît la souveraineté du numérique congolais. Et il prévoit différentes mesures qui permettent de faire en sorte que les technologies utilisées, bien qu'elles n'ont pas forcément été conçues en RDC, et nous travaillons à pouvoir concevoir des technologies pour la RDC, puissent passer à travers des certifications, de sorte qu'on s'assure que leur utilisation ici sont conformes aux intérêts des Congolais. On parle des services numériques, on parle de la confiance numérique, et il y a des autorités à mettre en place qui vont permettre de s'assurer que les règles, la manière dont la RDC entend sécuriser son cyberespace et sécuriser ses citoyens sont respectés. Nous avons également dans le même état d'esprit la question de la protection des données des Congolais, qui est un élément aussi très important. De quelle manière nos données sont collectées, de quelle manière nos données sont stockées, de quelle manière nos données sont échangées. Et nous avons maintenant une réglementation efficace, moderne, qui permet de s'assurer que tous les acteurs, les banques, les fintechs et toute personne qui manipule des données électroniques s'y conforment. Et les autorités sont en train d'être mises en place pour faire en sorte que ces règles deviennent exécutoires. Et en attendant la mise en place de toutes ces autorités, un arrêté signé par le ministre des Postes, Télécoms et Numériques a déjà confié la responsabilité de commencer à mettre en œuvre ces premières mesures de protection du cyberespace congolais au niveau de la RDC, et nous avons confiance que ces mesures permettront d'assurer le développement d'un numérique congolais en toute sûreté pour les données des Congolais. Merci. Merci. Les infrastructures. À l'instant, on essaie un peu de donner la chance à tout le monde pour pouvoir revenir sur cette question-là. Sur le rôle des fintech ainsi que des institutions sur l'impact social. Donc aujourd'hui, si on ambitionne d'être un pays solution, on doit déjà avoir les infrastructures nécessaires pour permettre à tout un chacun d'être en mesure de se développer. Et avec une population où la plupart sont dans les milieux ruraux, avoir déjà accès aux services financiers, c'est un problème qui est assez important, et les fintechs sont là pour apporter des solutions. Si aujourd'hui on ambitionne d'avoir un taux de 68% de taux d'inclusion financière en RDC, ça ne se fera pas seulement avec le modèle traditionnel de banque, avec des agences de briques et de mortiers. Et les fintechs seront celles sont celles qui ont d'ailleurs cette portée un peu plus grande, ainsi que les institutions de microfinance. Donc leur rôle est très important dans l'atteinte de cet objectif, parce qu'elles pourront se rapprocher le plus rapidement possible de la population et ainsi avoir de l'impact sur l'économie nationale. Okay, merci beaucoup. Et la troisième question, c'était par rapport c'était à monsieur... Les innovations, le risque des innovations face au déséquilibre monétaire. Exactement. Pour moi, j'estime que les innovations en matière de digitalisation peuvent même renforcer la stabilité monétaire, en ce que la dématérialisation de l'argent va permettre à réduire la masse monétaire en circulation. Et cette dématérialisation va aussi permettre une certaine traçabilité de tous les flux financiers qui vont irriguer
l'économie du pays. Et ça permettra aussi de mettre en valeur la monnaie nationale, pour peu que ces applications, ces innovations utilisent cette monnaie nationale sur un plan digital. Donc, vous voyez déjà sur le plan macroéconomique, cette capacité de réguler la masse monétaire en la digitalisant, en la rendant traçable et en ayant des données à jour sur les flux financiers qui circulent à travers la République. Donc, pour moi, j'estime que les applications ou les innovations digitales, c'est un levier puissant pour la stabilité du cadre macroéconomique, surtout sur le plan monétaire. Encore faudrait-il que nous sachions utiliser cet outil puissant et mettre en place une infrastructure ou créer un cercle vertueux pour permettre l'éclosion de cette nouvelle donne en matière monétaire. Parce que vous aurez même remarqué sur le plan international, la crypto-monnaie prend de plus en plus de l'ampleur. C'est-à-dire la tendance internationale est d'aller vers la dématérialisation. On ne doit pas faire cette dématérialisation de façon irréfléchie ou de façon sauvage. Nous devons comme je pourrais dire, la tropicaliser en fonction de nos réalités, parce que nul ne peut ignorer que pour le moment, dans un pays comme le Congo, on fonctionne encore en mode cash. Le commun des mortels a encore du mal à faire confiance au système bancaire traditionnel. Donc vous pensez bien que pour faire cette transition, il faudra une certaine éducation financière qui va commencer par les fintech avec des applications à mettre à disponibilité de la population pour déjà participer à cette éducation digitale. Si le Congolais lambda sait payer sa facture de la SNEL ou de la Régie des eaux, c'est le cabiniste du coin qui a un TPE qui lui donne un receipt, ça participe déjà à cette éducation digitale qui est le prélude à l'adoption de ces moyens innovants. Donc pour moi, l'innovation, c'est un levier, c'est un levier capital pour le contrôle même de la masse monétaire en dématérialisant l'argent. Merci beaucoup pour ma question. Je suis Samir de Congo de l'actualité. En recevant les termes des références, j'ai découvert des termes qui sont nouveaux. Il y a notamment les sandbox. Il y a aussi open finance. Est-ce qu'on peut en savoir davantage pour expliquer à la population? Merci. On peut commencer avec le sandbox, ça, c'est un sujet qui est passionnant parce que quand je vois sandbox, je vois aussi les enfants. Parce que la sandbox, c'est comme un bac à sable. Donc, dans les cours de récréation, on a toujours ce bac à sable là où les enfants peuvent s'amuser en toute sécurité. On a mis du sable pour s'assurer qu'ils ne puissent pas se blesser. C'est la même chose dans le développement des applications, où on a un environnement où on a partagé les API des uns et des autres assez sécurisés, où on peut faire ces tests et s'assurer que le produit qui va en ressortir à la fin est un produit qui est sécurisé, qui a déjà été prouvé et qui peut être consommé par la population assez rapidement. Et aujourd'hui, pourquoi on parle d'un sandbox réglementaire? C'est que la réglementation telle qu'elle est faite aujourd'hui, elle ne peut pas favoriser ce développement-là. Donc, si on veut innover et être une nation digitale d'ici 2030, il nous faut une sandbox réglementaire où le régulateur peut observer comment les fintechs sont en train de se développer, où on peut avoir l'agence aussi qui peut voir, tous les régulateurs peuvent être là, observer comment les développements sont en train d'être faits et développer ainsi les cadres réglementaires ainsi que tout ce qu'il y a comme loi autour qui doivent encadrer le secteur et s'assurer que quand le consommateur va recevoir un produit d'une fintech,
ce produit-là sera très bon pour la consommation parce qu'il aura été testé, éprouvé dans la sandbox, en toute sécurité. Merci. Pour Apple Finance, si Patrick peut nous aider avec sa suggestion. L'Open Finance est très simple, c'est permettre aux usagers des produits financiers digitaux de partager leur information sur des plateformes de façon sécurisée et de façon traçable. Je prends pour exemple, les switches monétiques. Dans les switches monétiques, qu'elles se présentent au niveau du Congo, vous avez des banques qui mutualisent leurs moyens de paiement monétiques au profit de leurs clients et qui peuvent interagir avec les terminaux des autres banques. C'est-à-dire, je suis client d'une banque A, j'ai une carte de ma banque A, je peux aller retirer de l'argent sur un terminal de ma banque B. Il y a des structures médians entre les banques qui collectent ces données de ces utilisateurs-là. Ce sont des données importantes parce qu'il y a des données personnelles, il y a aussi des données financières. Alors, l'Open Finance permet cette agrégation de données de façon consentie, parce que ce sont des données personnelles. La personne qui vient transacter sur un terminal bancaire doit consentir de partager ces données, qui pourront être utilisées par d'autres institutions pour lui fournir des produits adaptés à ses besoins. Donc, l'Open Finance s'inscrit dans cette dynamique-là de partage consenti, sécurisé, contrôlé des données pour permettre, in fine, une plus grande inclusion financière. Parce que ces données qui sont collectées vont générer des métadatas pour faire des statistiques, pour faire des prévisions, pour savoir, par exemple, je donne l'exemple de la RDC, quelles sont les zones, par exemple, qui sont les moins bien desservies en transactions bancaires, par exemple. Quelles sont les zones où il y a une prépondérance des transactions en monnaie étrangère plutôt qu'en monnaie locale. Et de facto permettre aux institutions publiques d'adresser ces problèmes-là de façon, comment je pourrais dire, scientifique, en ayant des données à jour des transactions financières qui ont lieu dans un pays donné. Donc c'est dans ce cadre-là qu'il faut comprendre le concept de Open Finance. Les deux premières éditions de Palabre ont consisté beaucoup d'histoire. Quelle avancée tangible ou politique publique en sont réellement ici jusqu'à présent? Alors, dans la première édition, merci madame. Dans la première édition était une courte palabre où nous avions parlé des perspectives de ce qui était possible dans le marché congolais, le potentiel. La deuxième édition s'est focalisée sur l'aspect entrepreneurial, c'est-à-dire que le rôle de la DFA est de sensibiliser d'abord dans ce domaine. Et dans cette sensibilisation, nous avons vu plusieurs fintech non seulement adhérer à l'association, mais aussi d'autres se sont créés dans le domaine des fintech. Et la troisième édition prend une posture plus institutionnelle. Pourquoi? À cause des perspectives de la nation, là où la nation est en train d'aller. D'accord? Et dans cette perspective, nous voulons justement sensibiliser le marché, les acteurs, les investisseurs, les régulateurs à s'asseoir autour d'une table, justement pour adresser tous les besoins de la vision 2030 pour transformer notre nation en nation numérique ou digitale, si je peux dire ainsi. Donc, les retombées des palabres fintech ne se traduisent pas nécessairement ou directement dans l'élaboration d'une loi, mais plutôt dans la sensibilisation collective à pouvoir contribuer à cette transformation. Éric Moukoki de Top FM. Je vais rebondir sur vos propos, M. Dubois. Okay. La nation
peut aller, je pense, vers plus d'inclusion financière. Alors comment l'événement, par la FinTech, compte contribuer concrètement? Deuxième question, à plus long terme, c'est quoi vos ambitions? Et puis, écoutez, quels sont les résultats que vous visez concrètement à l'issue de l'événement qui a lieu à Pékin? Alors, donc, je vais répondre à vos questions pour la meilleure compréhension. Vous voulez savoir quelle est notre vision à long terme? Et deuxièmement, vous voulez savoir comment est-ce que nous adressons la vision 2030, c'est ça? Ok, la troisième? Plus d'inclusion financière, comment on y arrive face à la FinTech? Alors, cette question, je ne vais pas répondre à cette question de façon détaillée. Mais dans ces palabres FinTech, nous avons prévu un 4e panel qui se focalise sur ces questions. Le panel est intitulé FinTech à impact social. Alors, dans ce panel, les membres du panel, évidemment ceux qui vont participer dans ce panel directement, ce sont des acteurs qui ont, comment on dit credential en français, qui ont des résultats accomplis dans le secteur, entre autres notre sponsor M-Pesa, qui aujourd'hui détient la plus grande part de marché dans l'inclusion, dans l'effort de l'inclusion financière, qui va s'asseoir dans ce panel pour justement répondre en détail par rapport à cette question. Nous avons la plus grande microfinance, Finca, qui est à côté, qui a fait beaucoup de travaux, réalisé beaucoup de percées dans l'inclusion financière, justement dans les milieux ruraux, qui aussi donnera sa contribution. Et nous avons aussi un autre acteur, mais qui est plus de l'étranger, Sojimac, qui aussi s'assoit dans le même panel pour donner un peu leur exemple dans la région de l'Afrique de l'Ouest. Maintenant, en ce qui concerne notre développement vers 2030, comment est-ce que la DFA voit cela? Nous avons vu d'autres exemples dans différents pays d'Afrique comme le Kenya, le Nigeria, où il y a eu une forte inclusion financière, des développements de solutions très avancées en ce qui concerne le paiement et d'autres aspects justement de la tech. Alors la RDC est un marché où nous avons tout ce potentiel, nous devons juste les arranger en ordre, de sorte à ce que les provisions légales qui existent dans le code numérique, dans la réglementation de la Banque centrale, exploiter cela pour faire avancer cette transformation. Vous allez remarquer que dans les années passées, 2023-2024, il y a eu beaucoup de réformes au niveau de la Banque centrale, il y a eu beaucoup d'instructions pour faire évoluer l'industrie, entre autres l'instruction 58 qui parle d'interopérabilité. Mais la Banque centrale n'est pas la seule institution qui parle d'interopérabilité. Le plan national du numérique parle de l'interopérabilité des systèmes. Et nous pensons qu'avec cela, la RDC se positionne justement et l'association avec cet éveil de conscience aide à pouvoir aller dans ces destinations-là de 2030. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur Anis Colombier, vous me comprenez. J'aimerais savoir, est-ce que la RDC est prête à rivaliser avec d'autres écosystèmes en termes de fintech, la RDC encore? Nous ne sommes pas encore en bas, mais j'aimerais quand même avoir l'avis vraiment de l'ADN qui nous accompagne avant de donner notre réponse, si vous permettez. Oui, tout à fait. La RDC est prête à rivaliser. Il y a des défis, certes, mais nous avons également des atouts, notamment notre jeunesse ingénieuse. Et le chef de l'État a dressé le cap lors de la conférence à New York, en marge des Nations Unies, où il a donné le cap pour DRC Digital Nation 2030. C'est-à-dire qu'il veut une société numérisée d'ici 2030. Et la numérisation de la société passe par 3 éléments structurants. Nous avons la connectivité, nous avons l'identité
numérique, que chaque personne puisse avoir une identité dans le cyberespace comme elle l'a aujourd'hui en physique. Et enfin, les paiements électroniques. Il s'agit de pouvoir payer tous les services comme on les paye aujourd'hui en liquide. Et c'est en cela que les palabres FinTech sont une opportunité pour pouvoir accélérer ce secteur qui, d'ici 2030, permettra à la RDC d'être à la hauteur, voire au-dessus d'autres pays par rapport à ses avantages intrinsèques. Merci. Est-ce que le président voulait répondre aussi par rapport à qu'est-ce que la DFA, parce que vous êtes au centre de l'écosystème. Ma réponse ne s'écarte pas de ce que quelle est la position de l'ADN par rapport à cette question. La seule chose que je voudrais ajouter à l'époque, quand nous étions un peu plus jeunes, je dirais autour de 20 ans et autour de tout ça, nous n'avions pas l'opportunité ou l'accès à l'information que la jeunesse a aujourd'hui. Pendant qu'on peut supposer que la jeunesse ne connaît rien, mais on peut s'étonner que la jeunesse connaît beaucoup de choses et même des outils plus tech aujourd'hui. Et nous avons une jeunesse très autodidacte. C'est vrai que nous n'avions pas vu plusieurs centres de formation comme on voit dans d'autres pays, mais notre jeunesse a été très dynamique. Vous verrez, si vous allez à Silicon Village, qui est aussi partenaire de la DRC FinTech Association, vous verrez beaucoup de jeunes qui ne se sont pas bornés à chercher du travail, mais qui ont pris l'initiative de pouvoir créer. Okay? Et nous pensons que cette jeunesse est un grand potentiel et avec la contribution justement de tout l'écosystème, le gouvernement, son Excellence Monsieur le Président, l'ambition de la RDC, crée cette opportunité justement à la communauté congolaise, la jeunesse congolaise, à pouvoir émerger et faire face justement aux compétitions régionales, si je peux dire ainsi. Madame Sylvia, vous qui êtes dans le Congo profond, qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? J'aimerais dire que oui, on est prêt à rivaliser, mais que si on veut encore faire des grandes choses, comme on le dit, on ne peut pas faire des petites choses. Si on veut vraiment le faire, c'est le grand moment vraiment de faire de l'open finance. Parce que dans l'écosystème, on ne peut pas survivre seul. Aujourd'hui, c'est vrai, on peut ouvrir un compte déjà dans des millions d'euros, on peut faire des transactions, mais il y a encore cet arrière-goût-là qui reste un goût d'imperfection, où on peut perfectionner encore la chose et aller encore faire davantage. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, ça nous donne encore un levier assez puissant pour développer des bonnes solutions. Mais quand on a un cadre réglementaire qui est très, comment on peut dire, permissif, oui, assez permissif, qui vous permet d'innover, et avec la jeunesse que l'on a, qui a un très grand potentiel, je crois qu'on peut même faire mieux et aller au-delà. Moi, je vais illustrer mon propos par un exemple vécu. Multipay Congo, qui est une société de droit congolais, dirigée par des Congolais, qui interconnecte des banques majeures comme Equity Bank, Gros Bank et First Bank, qui est pour assurer l'interopérabilité monétique. Il n'y a aucun expatrié chez Multipay Congo. Nous arrivons à adresser 60% du marché, permettre aux Congolais de pouvoir retirer leur argent de façon indifférenciée sur les terminaux ATM des autres banques. Moi, je dis toujours, comment dirais-je, tout est à volonté d'homme. Le Congolais, déjà, doit savoir se placer par rapport... Le Congo, c'est un des moteurs de l'Afrique. De par notre position géostratégique au centre de l'Afrique, 9 voisins, nous sommes appelés à rayonner au niveau de la sous-région. Nous devons déjà en prendre conscience que le Congolais, ses adversaires, ce n'est pas le petit Rwanda. Les adversaires du Congo, c'est Challenger, c'est le Nigeria, c'est l'Égypte, c'est l'Afrique du Sud. On doit se mettre à ce niveau-là. Dès lors qu'on sait déjà où nous sommes et à quel niveau nous devons être,
notre mentalité doit déjà être configurée à relever les défis à la hauteur du Congo. La question plutôt qu'on pourrait se poser, nous Congolais, sommes-nous à la hauteur des ambitions du Congo? Merci beaucoup. Je vais quand même répondre sur la question de la rivalité. Monsieur, vous n'êtes pas présenté de l'agence. Le coordonnateur adjoint. Le coordonnateur adjoint. Le coordonnateur adjoint de l'agence. Monsieur Jean-Luc, vous avez cité 3 éléments sur un pour que nous puissions arriver à cette rivalité. La question de la connectivité. Je reviens encore sur l'infrastructure. J'aurais bien souhaité que, même sur cette table aussi, se mette le directeur général de la SNEC. Parce que, est-ce que pouvons-nous atteindre ou bien arriver à cette rivalité-là sans une connectivité importante? C'est telle-là ma priorité, avec les infrastructures que nous avons. Donc, merci pour votre question. L'enjeu de la connectivité est un enjeu crucial. Aujourd'hui, la RDC connaît encore des taux de couverture, notamment de l'Internet, de 30%, ce qui nous donne un retard par rapport à nos voisins. Et vous pourrez observer que sur les 5 dernières années, le taux de connectivité a fait un bond de presque 50%. Nous étions avant 2019 en dessous de 20%, dans les 19%. Aujourd'hui, nous sommes à 30% sur la couverture Internet. Ça veut dire que dans la continuité, notamment du plan national, Horizon 2025, du numérique, les travaux sont en cours. Nous avons aujourd'hui des contrats avec plus ou moins le réseau actuel du backbone national fait environ 10 000 km. Nous avons des contrats en cours d'exécution pour le porter d'ici les 3 prochaines années à 25 000 km. Nous avons également l'innovation qui nous aide avec toutes ces technologies intermédiaires qui nous permet à moindre coût de pouvoir couvrir nos zones rurales. Parce que la réalité de la RDC, quand on dit qu'on a 25 000 km de fibres, ça paraît peu pour la RDC. Mais comparé à d'autres pays, vous verrez que c'est déjà un réseau conséquent. Donc, ce que je peux vous dire, nous sommes en marche vers cette révolution numérique. Et les infrastructures et la connectivité sont le cœur, et les programmes et les plans sont en place pour pouvoir accélérer ce taux de couverture qui arrivera très rapidement au-dessus des 50%. Monsieur le coordonnateur, je voudrais aussi ajouter quelque chose dans les nombres réels. Si nous prenons nos chers voisins qui sont à côté, la population de notre voisin qui est à côté, qui est juste à quelques mètres, tourne autour de 5 millions de personnes. Alors que la population connectée sur le mobile internet ici en RDC tourne autour de 26 millions de personnes. Okay? Si nous faisons cette analyse, c'est vrai que les 26 millions pour nous représentent juste un pourcentage de la population globale de la RDC, mais si nous faisons une comparaison des statistiques par rapport à la population entière de nos voisins, la population connectée sur Internet de la RDC est quand même importante. Et nous devons regarder cet aspect des choses. Comme on dit, on compare les pommes avec les pommes, les oranges avec les oranges. Le palabre FinTech dans l'élection arrive. Qu'est-ce que vous promettez pour ces instances? Parce que je sais que tout soit... Qu'est-ce que vous promettez à la population? Alors, il y a 4 grandes conversations dans ces palabres. Palabre FinTech 2025, Palabre FinTech 3e édition. Donc la première conversation va tourner autour de la finance ouverte, la Open Finance. Vous avez posé les questions. Je pense que les intervenants vont élaborer plus en détail. La deuxième conversation va tourner autour du sandbox réglementaire. J'aimerais quand même préciser, vous avez entendu parler du sandbox, de la sandbox. L'utilisation justement du genre est très variée sur Internet. Alors, quand vous entendez du sandbox ou de la sandbox, ne dites pas qu'il y a faute de français. Donc, il y a ça, mais à dominance,
plus utilisent le sandbox que la sandbox. Alors, la conversation va tourner autour du sandbox réglementaire. La troisième conversation va tourner autour de la collaboration entre les finances traditionnelles et les fintech. Okay? Et la quatrième conversation va justement regarder l'impact des fintech, on dit fintech à impact social. Et ces 4 conversations vont éclairer sur ce qui a été fait, sur ce qui pourrait être fait et ce que nous pouvons faire pour contribuer justement à la vision de son Excellence, le chef de l'État, sur la DRC Digital Nation 2030. Merci. Madame Sibia, vous serez avec nous pour le palabre. Quelles sont vos attentes et qu'est-ce que vous nous promettez? J'espère qu'on pourra encore entendre des très bonnes nouvelles comme celles qu'on a entendues aujourd'hui de la part du coordonnateur de l'ADN. Mais aussi, de notre côté, nous serons là pour démontrer la manière dans laquelle les fintech et toutes les institutions à impact social ont un rôle important à jouer, surtout dans le milieu rural où nous avons la majorité de notre population. Mais nous allons venir aussi avec des exemples concrets, comment on a pu y arriver, et que si encore on nous donne un peu de support, on peut faire mieux. Merci beaucoup. Monsieur Patrick, vous représentez les fintech. Qu'est-ce que vous dites juste par rapport à cette troisième édition du palabre? Bon, par rapport à cette troisième édition, notre apport, ça sera de partager notre vision de la fintech en ce que les gens doivent comprendre qu'on a affaire à un écosystème. Le système financier, de façon globale, il y a une intrication majeure entre les banques, les fintech, l'agent qui vend ses unités au compte. Je prendrai l'exemple de la nature. Dans la nature, vous avez des bactéries, vous avez des herbes, vous avez des herbivores et vous avez des carnivores. Les bactéries sont là pour désagréger les matières végétaux pour fabriquer l'humus qui va aider l'herbe à pousser, l'herbe qui sera consommée par les herbivores qui seront consommés par des carnivores. Et le tout fait partie de cet écosystème. Un maillon de la chaîne qui grippe, c'est tout l'écosystème qui s'effondre. Donc vous devez penser, la vision que nous allons apporter, c'est cette vision écosystémique. Et que chacun y trouve sa place, et que chacun y puisse y trouver des synergies vertueuses qui vont nous permettre à développer notre système financier sur le plan digital. Et ça sera un retour d'expérience sur Multipay, sur notre parcours. On a déjà 10 ans pour dire que ce rêve est à portée d'homme, c'est réalisable. Il y a des Congolais qui l'ont réalisé, même au niveau de FICA. C'est des perspectives nouvelles qu'on va venir mettre sur la table pour permettre aux gens de se projeter aussi sur l'avenir technologique de notre pays. Merci beaucoup. Et pour terminer, au vice-coordinateur de l'ADN, j'aurais 2 questions pour vous d'abord répondre à la première. Quelles sont les attentes pour cette troisième édition? Pour nous, l'Agence de développement du numérique, en tant qu'acteur en charge pour la promotion et le développement et l'accélération de la numérisation de la société congolaise, les palabres FinTech constituent une excellente opportunité pour pouvoir vulgariser sur les avantages de l'open finance et tous ces concepts-là de la FinTech. Que vous puissiez avoir les informations nécessaires qui vous permettent de porter cette information-là au sein de la population. Et que la population elle-même puisse avoir des attentes beaucoup plus précises et le revendiquer par rapport à ce que les FinTech, l'open finance et l'inclusion numérique peuvent les apporter, et que les inventeurs puissent venir au sein de cette corporation pour proposer leurs innovations, ainsi que comprendre les défis. Et ça permet aux différents régulateurs, au ministère, de pouvoir tirer l'information et avoir la connaissance des plans et des stratégies qui pourront être mises en place en vue
de permettre, parce que c'est de cela qu'il s'agit en réalité, accélérer le progrès social des Congolais. Et nous sommes aujourd'hui dans une économie de connaissances, et par rapport à la première question qui avait été posée, que veut dire palabre? Échanger, c'est créer de la valeur. Et donc nous comptons sur les palabres FinTech pour créer de la valeur sur ce domaine au sein de la société congolaise. Merci beaucoup. Une dernière question pour vous, monsieur le vice-coordinateur. Pourquoi avoir choisi d'accompagner la DFA en tant qu'institution? Pourquoi avoir choisi d'accompagner cette association par rapport à la vision du chef de l'État? Ce qui est important et crucial pour les autorités, c'est de pouvoir échanger avec des corporations qui portent les idées d'un groupe. Et quand on a commencé avec la DFA, nous n'avions pas de corporation pour les FinTech. Or, quand nous parlons de l'accélération des paiements électroniques, nous avons besoin d'avoir les acteurs avec qui échanger pour mettre en place les bonnes mesures. C'est dans ce contexte-là qu'il nous a semblé tout à fait naturel de pouvoir accompagner la DFA en tant que corporation pour les FinTech, au même titre que nous accompagnons toutes les corporations qui contribuent au développement et à l'accélération du numérique. Et c'est pour cette raison que le chef de l'État, pour la 3e année consécutive, endosse et accompagne la DFA dans l'organisation des palabres FinTech. En tout cas, merci beaucoup, monsieur le coordinateur, merci beaucoup monsieur Patrick, merci aussi à vous madame Sylvia et aussi un grand merci à monsieur Yogo qui est le président de la DRC FinTech Association. Donc le rendez-vous est pris, c'est pour ce jeudi 9 octobre à 11h, juste à l'hôtel Fleuve Congo à la Gombe. Donc nous espérons vous avoir tous à ces grands événements. Relayer l'information, passer l'information, l'invitation. Les places sont encore disponibles si vous pouvez aller visiter le site internet palabrefintech.com. Palabre avec un S à palabrefintech.com pour les enregistrements, de sorte que vous puissiez recevoir votre invitation. Et les invitations seront envoyées au plus tard ce soir. Donc si vous avez le temps, allez vous enregistrer pour être nôtre pendant ces émissions. En tout cas, merci beaucoup pour votre merci. Une photo si vous pouvez.